porter. Première question, Dominique Grimbourg, puis Georges Fenech, puis Marie-Françoise Bechtel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la garde des Sceaux, pour cet exposé assez complet. Une observation et 4 questions le plus rapidement possible. L'observation, c'est pour me féliciter de l'apaisement dont vous avez parlé, apaisement dans la procédure parlementaire, et nous avons tous souffert, et je pense que cette souffrance était partagée sur les deux côtés de l'Assemblée, de la saisine en urgence suite à chaque fait divers lors de la précédente législature, pour ne pas être satisfait de cette annonce. Apaisement aussi dans la volonté de construire une justice du quotidien, et Jean-Jacques Urvoas a raison de dire que c'est l'outil qui permet de vivre ensemble. J'en ai terminé avec ce propos liminaire. Il ne marche pas mon micro? Si. Première question. La demande de sécurité reste très présente dans notre société. Et dans le même temps, l'aggravation permanente des peines à laquelle nous avons assisté dans la précédente législature n'a pas permis d'apaiser en quoi que ce soit et d'apporter une réponse. Envisagez-vous une réflexion sur cette question, sur l'articulation entre la police et la justice, l'articulation entre la justice et la pénitentiaire, et aussi sur la question de penser une nouvelle peine qui soit à la fois, non, pas forcément de l'incarcération, mais qui soit lisible pour nos concitoyens. Deuxième question, la question de la délinquance financière. Vous avez indiqué votre intérêt et la nécessité de conserver des juges d'instruction, mais pour autant, on s'est aperçu à la lecture de l'appel des juges que c'était un problème de saisine, c'est-à-dire c'est un problème de politique pénale. Est-ce que vous avez l'intention de relancer la lutte contre cette délinquance qui est très préjudiciable pour notre société? Troisième question, la rationalisation de l'organisation judiciaire. Elle est aujourd'hui extrêmement complexe. Envisagez-vous une rationalisation, une organisation autour d'un tribunal de première instance? Et enfin, dernière question, l'articulation entre notre droit et les directives européennes, à la fois celle de la Commission, celle de l'Europe, mais aussi la jurisprudence de la CEDH, qui bien évidemment nous fait progresser dans certains points, mais parfois percute de façon très difficile à absorber pour notre législation notre droit. Dominique Grimbourg, à lui tout seul, a déjà posé 3 questions. 4 questions. Georges Fenech. Madame la ministre, en vous écoutant, j'ai eu le sentiment, encore une fois, que nous allions passer de l'ombre à la lumière. Avant vous, tout était mauvais. Il fallait jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous avez été particulièrement sévère dans les qualificatifs que vous avez employés à l'égard de la majorité précédente. Vous avez dit justice, loi réactive, justice peu efficace, insécurité juridique, pas de crédibilité, asphyxie des tribunaux, le tout carcéral. Rien de ce qui s'est fait avant vous n'a grâce à vos yeux. Rien, par exemple, sur l'amélioration des droits de la défense en matière de réforme du régime de garde à vue. Vous n'en avez pas parlé. Rien sur les questions prioritaires de constitutionnalité, qui est une grande avancée en termes de liberté et de droit de la défense. Mais enfin, ceci est une remarque. Dans le discours de politique générale, le Premier ministre a déclaré, je le cite, « Les attentes des Français en matière de sécurité n'ont jamais été aussi fortes. » M. Grimbourg, d'ailleurs, vient de le rappeler à son tour. La montée de la violence appelle une réponse ferme de la puissance publique, a dit le Premier ministre. Cette préoccupation, Madame la ministre, est d'autant plus légitime que, vous le savez, la sécurité est la première des libertés inscrites dans notre Constitution. Or, il n'apparaît pas, à l'annonce de vos premiers projets de réforme pénale, que cela réponde à cette exigence. Vous avez fait part de votre intention de supprimer les peines planchers applicables aux récidivistes qui ont été instituées par le précédent quinquennat. Je ne peux que le déplorer. Car les chiffres le montrent. 36 944 peines planchers ont été prononcées entre la fin août 2007 et le 31 décembre 2011, principalement pour des vols, des violences et des trafics de stupéfiants. Alors, cela explique en partie la baisse durable, constante de la délinquance depuis 2002, 16% suivant l'Observatoire de la délinquance. Pourquoi dès lors
pourquoi dès lors, je m'interroge, une telle demande de suppression? Philippe Gougeon, s'il vous plaît, la parole est à Georges Fenech. La courtoisie est de rigueur dans cette maison, ce qu'ils entendent, et donc l'écoute de ceux qui parlent. Madame la ministre, sans doute, je m'interroge, êtes-vous contre l'automaticité des peines en voulant supprimer les peines planchers? Et vous avez beaucoup insisté, à juste titre, à mon avis, sur l'individualisation des peines et le parcours du détenu et du délinquant. Or, en matière de peine plancher, vous le savez très bien, le juge a toujours la possibilité, par ordonnance spécialement motivée, de descendre en dessous de ce plancher. Alors pourquoi accorder et donner un si mauvais signal à la délinquance récidiviste en annonçant la suppression de ce qui marche et de ce qui est conforme, le Conseil constitutionnel a dit, à nos grands principes généraux, sinon par pure idéologie? D'autre part, dans le même discours de politique générale, le Premier ministre a déploré, je le cite encore, les prisons surpeuplées. Vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre intervention. Pourquoi dès lors renoncer, Madame la ministre, au programme des 20 000 places de prison programmé par votre prédécesseur pour désengorger les prisons et faire en sorte que nos prisons françaises atteignent l'objectif de dignité de la condition du détenu au regard des standards internationaux que nous ne remplissons pas à l'heure actuelle? Pourquoi abandonner ce projet? Sans doute, pour la raison que vous avez indiquée tout à l'heure, vous êtes pour les peines alternatives. Nous aussi, nous sommes pour les peines alternatives. Je suis moi-même ancien rapporteur du bracelet électronique mobile, m'inscrivant d'ailleurs dans la continuité de ce qu'avait fait l'une de vos prédécesseurs, Madame Guigou, dont je salue la présence de M. Christian Vigourou, son ancien directeur de cabinet, ce qui montre, je dirais, la continuité de cette politique qui, à mes yeux, ne correspond pas à l'attente des Français. Alors, vous dites peine alternative, d'accord, mais lorsque les peines alternatives, Madame la ministre, ne suffisent pas face à des délinquants multirécidivistes, la prison, je suis désolé de le dire, la prison reste, et la privation de liberté, la seule solution pour protéger nos concitoyens. Dans le même temps et dans le même esprit, Madame la ministre, vous avez annoncé votre intention de supprimer la loi de rétention de sûreté, dont il se trouve aussi que j'étais le rapporteur, donc j'ai l'impression d'avoir travaillé pour pas grand-chose. Cette loi de rétention de sûreté, Madame la ministre, elle existe ailleurs, dans d'autres grandes démocraties, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada. Cette loi de rétention de sûreté a été approuvée par le Conseil constitutionnel. Elle consiste en quoi? À protéger la société de grands criminels dangereux, de grands psychopathes pervers. Vous savez, dans notre droit, nous avons des dispositifs qui permettent de limiter la liberté des alcooliques dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, à titre de mesure de sûreté. Et vous voudriez remettre en liberté pure et simple des grands psychopathes pervers en faisant prendre le risque à notre société de nouvelles victimes. Je le regrette, mais ça, les Français apprécieront. Et j'entends, j'espère, avoir vos explications sur la réelle motivation de la suppression de ce texte qui correspondait à une attente réelle de nos concitoyens. Vous avez aussi, Madame la ministre, fait part, avec un certain angélisme, permettez-moi de vous le dire, de votre volonté de voir progresser les rencontres entre les victimes et leurs agresseurs. Ce sont des déclarations publiques que vous avez faites. Et c'est oublier, Madame la ministre, que la sanction n'est pas uniquement faite pour réparer un préjudice d'une victime. La sanction a pour fondement la réparation du trouble occasionné à la société. Je ne vois pas en quoi ce rapprochement entre la victime et son agresseur améliorerait notre système judiciaire. Enfin, Madame la ministre, et j'en aurai terminé, sur le plan institutionnel, vous avez indiqué, et d'ailleurs je m'en réjouis, que vous n'adresserez pas d'instruction individuelle au parquet. Expliquez-nous alors pourquoi vous continuez à vous faire adresser sous forme de remontée d'informations des informations individuelles sorties des dossiers. De deux choses l'une, ou nous allons directement à l'indépendance des parquets, terme que vous n'avez pas employé, ou bien alors nous continuons avec un système qui n'est pas totalement satisfaisant. Alors ma question est simple, elle est double. Madame la ministre, quelle est votre véritable politique pénale qui doit s'appuyer, vous le savez très bien, sur de la prévention et de la répression?
Continuerez-vous à faire un travail que je qualifierais de Pénélope, c'est-à-dire détricoter tout ce que nous avions fait avant vous? Quel est votre véritable projet de politique pénale pour faire chuter la délinquance? Et en matière institutionnelle, êtes-vous, oui ou non, pour l'indépendance des parquets? Je vous remercie. Si mon cher collègue, chacun aura compris là aussi la densité du propos et le nombre de questions contenues. La parole est à Marie-Françoise Bechtel. Je vais me limiter pour ma part à une question, c'est promis. Madame la garde des Sceaux, je veux tout de même commencer par vous féliciter. D'abord, vous remercier d'être venue, bien sûr, mais vous féliciter pour la grande fermeté et la grande clarté de vos propos. Et je pense d'ailleurs que c'est le genre de propos que si vous les teniez dans une grande émission télévisée, elle serait de nature à beaucoup intéresser les Français. Parce qu'ils comprendraient ce que vous avez voulu dire. Ils comprendraient, comme vous l'avez dit, que toutes les questions touchant la justice et la traduction de ces valeurs en actes sont des questions liées. Alors je vais vous poser une seule question, qui n'est pas la seule qui me préoccupe, mais il faut ici se limiter à une question. Je le pense, c'est la réforme constitutionnelle touchant au CSM et au statut du parquet. C'est pour mettre en garde et pour dire qu'il faut quand même une réflexion très approfondie sur ces questions et sur le lien qu'elles entretiennent entre elles. Sur le CSM, on a tout essayé depuis 1946. À certaines époques, on a salué la fin de la parité en disant c'est la fin du corporatisme. À d'autres époques, on a dit c'est épouvantable, si le CSM n'est pas paritaire, il n'est pas indépendant. Et un certain nombre de clameurs de magistrats ont alimenté ce procès. Et en même temps, la composition du CSM est en lien étroit avec les compétences qu'on lui donne. Et les compétences qu'on lui donne posent la question de la relation entre le CSM et le garde des Sceaux lui-même, le ministère de la Justice. Qu'il s'agisse de la gestion des carrières, pour lesquelles on n'a pas encore tout à fait trouvé la relation satisfaisante entre un CSM qui est surchargé aujourd'hui et une direction de service judiciaire qui continue à avoir les dossiers. Et je ne parle même pas des questions touchantes à la discipline, par exemple des magistrats, qui ne me semblent pas réglées de façon satisfaisante. Donc, je crois qu'il faut quand même une réflexion très attentive, après qu'on a essayé beaucoup de réformes, très nombreuses, très attentive pour savoir si on fait du CSM notamment un organe paritaire, ce qui pose la question du risque de corporatisme, ou si on maintient un système, et même si plutôt on renforce un système dans lequel il n'y a pas de paritarisme, ce qui pourrait se gager sur des compétences éventuellement supplémentaires. Et l'autre aspect des choses, puisque vous l'avez souligné, les éléments du système interagissent les uns sur les autres, c'est celle du statut du parquet. Sur le statut du parquet, on peut aussi avoir, j'entends bien qu'il y a eu une évolution des choses, il y a un esprit du temps, je ne le méconnais pas, mais on peut avoir quand même dans notre système judiciaire d'ensemble une certaine interrogation sur ce que c'est que laisser dériver des procureurs généraux qui pourraient créer un certain nombre de féodalités, leur appartement, et mener chacun leur propre politique pénale. Les Français sont profondément attachés à l'égalité du fonctionnement du service public de la justice. Et il faut être très attentif, je crois, à ne pas se retrouver dans une situation où le garde des Sceaux serait en tension avec le CSM, comme il l'est depuis un certain nombre d'années, sur un certain nombre de questions, et serait d'autre part en tension avec les procureurs généraux, parce que chacun ferait peut-être un petit peu sa politique dans son coin. Alors il appartient au garde des Sceaux de dialectiser, si je puis dire, et de dominer ces contradictions, mais elles sont fortes, elles sont profondes. Et pour terminer, j'émets peut-être le vœu que le Parlement pourrait être un acteur, non pas un acteur informel, mais un acteur institutionnel dans ce type de réforme. Mais je n'en ai pas la clé, bien entendu.